Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une personnalité marquante de l'histoire, Antonio López de Santa Anna. Homme politique, soldat et dictateur mexicain, il a été également président du Mexique 11 fois. Érigé en dictateur à vie avec le traitement d'Altesse Sérénissime en 1853, mais a été renversé 2 ans plus tard. Tout au long de sa longue carrière politique, il a été considéré comme ambigu pour sa participation à des partis opposés, que ce soit avec les monarchistes, les républicains, les fédéraux, les libéraux ou encore les conservateurs. Santa Anna fut également gouverneur du Yucatan entre 1824 et 1825 et de Veracruz en 1829. Vous voulez en connaître plus sur Santa Anna? Venez avec moi. Il est né le 21 avril 1794 à Japala, tout proche de Veracruz. Ses parents sont Antonio López de Santa Anna y Pérez et Manuela Pérez de Lebrón y Cortés. Les deux parents lui souhaitent un avenir calme et aisé, comme il sied à un jeune homme aristocratique d'origine espagnole. Cependant, en raison de son caractère aventureux et de son désir d'excellence, Santa Anna réussit à entrer dans l'armée royale de Nouvelle-Espagne à l'âge de 16 ans, le 6 juillet 1810, en tant que simple cadet dans le régiment d'infanterie fixe de Veracruz. En 1811, son régiment est appelé pour réprimer le mouvement insurgé initié par le prêtre Miguel Hidalgo de Costilla l'année précédente, mais en raison de la défaite d'Hidalgo à la bataille de Puente de Calderón, il a été envoyé au nord. Les premières expéditions militaires de Santa Anna ont été développées dans la province de la Nouvelle-Santander et au Texas, sous le commandement du colonel Don José Joaquim de Arrendo, qui était son instructeur. Sa carrière politique commence en 1821, année où le plan d'Iguala d'Augustín de Iturbide consacre le premier empire mexicain, chose approuvée dès le début par Santa Anna. Envoyé par le gouverneur vice-royal pour aider la ville d'Orizimba, assiégée par les rebelles, il remporte la victoire et fut décoré par le vice-roi et promu lieutenant-colonel. Santa Anna est nommé commandant du port de San Juan de Ulula, qui devient son bastion. Comme beaucoup d'autres soldats uniquement comme stratégie politique et pour obtenir un soutien personnel, il rejoint Iturbide le 25 mars. Santa Anna et l'armée étaient d'accord avec l'indépendance, mais n'acceptaient pas que le gouvernement soit oligarchique, car selon eux, les privilèges des péninsulaires qui resteraient encore dans le pays ne seraient pas éliminés. Le conseil d'administration provisoire suprême a appelé à la création d'une chambre unique, sans séparation de classe ni représentation proportionnelle et par élection indirecte. De cette façon, il était composé d'avocats, de membres du clergé inférieur et moyen, d'aristocrates et d'autres personnes d'importance sociale et politique. L'Espagne a ignoré jusqu'en 1836 l'indépendance de tous ces domaines, ce qui a accru la ferveur de l'indépendance dans les principales villes, après qu'Iturbide a signé les traités de Cordoue, dans lesquels le Mexique s'est déclaré indépendant. Il y avait dans le Congrès constituant nouvellement nommé des représentants monarchistes bourbons et iturbistes, ainsi que des républicains. En outre, l'Espagne a gardé pour elle-même Cuba, Porto Rico, Saint-Domingue et les Philippines, divisant davantage l'ancien royaume. L'Amérique centrale, cependant, jusqu'à ce moment, est restée du côté des partisans de l'indépendance de Mexico. Iturbide a été couronné empereur grâce à la pression des masses extérieures, le proclamant Augustin Ier. D'une manière étrange, Iturbide a agi de la même manière que Simon Bolivar dans la Grande Colombie, dissout le Congrès le 31 octobre pour désobéissance, conspiration et manque de service à la nation. Il nomme également 45 députés qu'il juge appropriés. Les anciens insurgés se sentent trahis. Santa Anna est réapparu dans la vie publique, déclarant illégale l'élection de l'empereur et se prononçant en faveur de la République. Les bourbonistes se joignent également au soulèvement. Le général José Antonio de Echavarri, qui a été nommé pour combattre la rébellion, décide de s'unir contre l'Empire mexicain. Iturbide est soutenu seulement par le clergé et décide d'abdiquer. Exilé, Iturbide en 1823 et rétablit le Congrès. Les luttes entre centralistes et fédéralistes commencent, auxquelles Santa Anna se joint immédiatement. À cette occasion, un soulèvement échoue et Santa Anna, en tant que commandant en chef, est envoyé à Mexico pour y être jugé. Pour les influences qu'il a eues à la cour, mais il a été acquitté.
Au cours des premières années du Mexique indépendant, les événements ont aidé Santa Anna dans son irrésistible ascension. Les soulèvements de 1827 lui donnent la possibilité de se ranger du côté du gouvernement d'une manière surprenante, puisque la participation de son frère Manuel du côté rebelle. Le sort des deux frères fut très différent. À la suite de cet événement, alors que Manuel est banni, Santa Anna obtient le gouvernement de Veracruz. Depuis lors, Santa Anna est devenu l'homme fort du pays. L'appel aux élections de 1828 est né de la controverse entre les postes représentés par Manuel Gómez Pedraza et Vicente Guerrero. Les partisans du premier étaient opposés à l'expulsion des Espagnols péninsulaires restant dans le pays. 11 jours seulement après la victoire de Gómez Pedraza aux élections, Santa Anna s'est rebellé, exigeant le remplacement du président élu par le général Vicente Guerrero, inaugurant ainsi le début des guerres civiles dans le pays. La variété des ressources dont Santa Anna dispose pour financer son soulèvement était vaste, soit en raison de la grande richesse de sa famille et de ses proches, soit en raison de l'infinité de ses sympathisants qu'il trouvait dans les sphères sociales les plus élevées. Nommé président, Guerrero confie à Santa Anna le commandement des forces armées du Mexique. En 1829, une expédition espagnole débarquée à Tampico, qui visait à reconquérir le Mexique, fut vaincue par Santa Anna. Lorsque le gouvernement de Guerrero a été renversé par Anastasio Bustamante, Santa Anna deviendra président en 1833. Les marchands français au Mexique ont envoyé une série de plaintes à la suite de différentes révoltes ont été reçues à Paris avec inquiétude. Parmi ces revendications, en outre, la même année, un citoyen français a été abattu à Tampico accusé de piraterie, ce qui a encore tendu les relations entre les deux pays. Le Mexique avait mis fin à la guerre avec le Texas en 1836 avec la victoire de Santa Anna à Fort Alamo, et le 28 décembre, l'Espagne avait finalement reconnu l'indépendance du Mexique, ce qui éliminait le problème de l'attaque d'un territoire revendiqué par un pays ami. La France menaçant d'envahir le territoire si le Mexique ne remplissait pas les conditions exigées par l'ambassadeur français. Comme ces demandes n'ont pas été acceptées par Santa Anna, la flotte française a ouvert le feu sur le fort de San Juan de Ulúa le 21 novembre 1838, de sorte que le lendemain, les deux entités ont capitulé, laissant des rivalités qui reprendront sous Napoléon III et Maximilien Ier. Le gouvernement du Mexique est revenu sur le traité de cessez-le-feu, annonçant la guerre avec la France. Immédiatement, Santa Anna dirige les troupes et lance l'offensive contre les Français. Santa Anna arrive à Veracruz et part défendre la ville, envoyant une communication au commandant Charles Baudin, l'informant que les capitulations n'avaient pas été approuvées. En réponse, le contre-amiral ordonne à une colonne de 1000 hommes avec de l'artillerie de débarquer dans le but d'appréhender Santa Anna. Et le 4 décembre, il réussit à débarquer à Veracruz. Ceux-ci, réalisant le débarquement, rassemblent quelques forces et commencent le combat sans résultat définitif pour l'une ou pour l'autre partie. Face à cette situation, Baudin ordonne l'embarquement de ses troupes, qui sont poursuivies par les Mexicains dirigés par Santa Anna en personne jusqu'au quai, où les Français, en tirant un canon, blessent grièvement Santa Anna à une jambe, qu'il perdra, ainsi que quelques doigts de la main. Baudin ordonne alors que l'artillerie navale tire sur la ville, alors que Santa Anna ordonne l'évacuation du port où la population ne serait pas en danger, et Santa Anna se remettrait ainsi également de ses blessures. Cela lui donne une grande popularité, ce qui lui permet d'occuper à nouveau la présidence en 1839, 1841 et 1844, annonçant déjà le style totalitaire qui distinguera sa dernière période couplée au problème de la question texane avec les États-Unis. En occupant à nouveau la présidence, Santa Anna a subi un nouveau revers, alors que la question du Texas se pose à nouveau lorsqu'en 1843, les États-Unis ont proposé l'incorporation du Texas à leur territoire. Santa Anna a essayé de sortir de la scène politique. En son absence, la situation interne au Mexique était divisée entre les hostilités et le chaos politique. Pendant cette situation aux États-Unis, James K. Polk était un expansionniste qui a depuis longtemps eu les yeux fixés sur les territoires mexicains. Le 29 décembre 1845, à la colère des politiciens mexicains qui n'ont jamais reconnu l'indépendance du Texas, le Congrès des États-Unis, à la demande de Polk, approuve l'incorporation du Texas dans l'Union américaine, fait qui a rapidement détérioré les relations entre le Mexique et les États-Unis.
Cette situation s'est encore aggravée lorsque le gouvernement mexicain a refusé de recevoir l'ambassadeur envoyé par Polk pour acheter les territoires souhaités pour 15 millions de dollars. Cela a été utilisé par Polk comme prétexte pour faire pression sur le Congrès pour qu'il déclare la guerre au Mexique. Avec cela, la guerre entre les deux pays a commencé le 8 et 9 mai 1846. Le gouvernement de Valentín Gómez Farías a décidé de rappeler le généralissime Santa Anna pour diriger les efforts nationaux. Bien qu'il ait réussi à amasser une armée considérable, le retard technologique évident de celle-ci, l'armée utilisait des armes de l'époque de l'indépendance, ainsi que l'absence d'une chaîne de commandement efficace, cela ne lui a été d'aucune utilité contre les forces technologiquement supérieures et mieux disciplinées des États-Unis. Cela signifiait une série de défaites consécutives dans toutes les actions de guerre pour le Mexique. Mais les États-Unis, de manière inexplicable, se retirent. Plus tard, dans son état natal de Veracruz, Santa Anna est vaincu, en grande partie parce que son artillerie a attaqué les sentinelles de l'armée américaine, révélant ainsi sa position. Le gros de l'armée américaine a évité la route où Santa Anna avait l'intention de les attaquer. Contournant ainsi Santa Anna, les Américains ont attaqué l'armée mexicaine de plusieurs flancs en même temps, provoquant leur défaite. Après avoir évacué la capitale du pays, Santa Anna s'exile à nouveau, cette fois en Colombie, signifiant que le Mexique a perdu les États de la Californie, l'Arizona, le Nevada, le Colorado, l'Utah et une partie du Wyoming, au profit des États-Unis, qui se sont engagés à verser une compensation de 15 millions de dollars au Mexique. Après l'exil imposé au généralissime Santa Anna en Colombie, la faim, le mécontentement et les luttes politiques ont fait retomber le pays dans la crise, provoquant ainsi la démission du président en 1853. À cette époque, le parti conservateur, qui avait été élu dans la plupart des États, exige le retour de Santa Anna le 23 mars 1853 pour reprendre la présidence, à condition qu'il défende la religion catholique, supprime le fédéralisme, organise une nouvelle division territoriale du pays et réorganise l'armée. Santa Anna, qui s'était jusqu'à présent révélé être le seul homme assez fort pour gouverner un pays aussi ingouvernable que le Mexique, prend les conservateurs au mot et revint à la présidence en avril de la même année. Au début, et grâce au fait qu'il savait s'entourer de bons conseillers, le gouvernement de Santa Anna donnait de bons résultats. Cependant, à la mort de Lucas Alamán, son principal collaborateur, le gouvernement de Santa Anna devient progressivement un gouvernement dictatorial. Le titre d'Altesse Sérénissime commence à être donné à Santa Anna et il restaure l'ordre de Guadalupe, autrefois éteint. Cela a éveillé des soupçons sur la possibilité que la dictature allait se transformer en monarchie. Malgré le retour de Santa Anna, le gouvernement mexicain a continué à faire face à une situation financière précaire. Cela force Santa Anna à collecter des impôts les plus surprenants, comme sur les possesseurs de portes, de fenêtres ou de chiens. De même, afin de contenir une fois pour toutes le désir expansionniste des États-Unis, Santa Anna a été contraint de céder en échange de 10 millions de dollars le territoire mexicain de la Mesilla. En 1855, plusieurs États ont adhéré au plan des contestataires, forçant Santa Anna à démissionner pour la dernière fois de la présidence et à le faire retourner en exil. Bien que Santa Anna ait été témoin de plusieurs allées et venues de gouvernement, le triomphe des conspirateurs a enterré la carrière politique du défenseur de la patrie. Pour le reste de sa vie, Santa Anna est resté en exil en passant par divers endroits, de Cuba aux États-Unis, puis à la Colombie et plus tard à l'île de Santo Tomás dans les îles Vierges. Au cours de cette vie itinérante, sa voix a été entendue au Mexique sans causer beaucoup de bruit. Lorsque le nouveau gouvernement libéral fut institué, Santa Anna publie plusieurs articles exhortant sans succès à nouveau la rébellion contre le régime. De la même manière, lorsque les événements de la deuxième intervention française se sont produits sous l'impulsion de Napoléon III, Santa Anna a écrit au gouvernement mexicain pour offrir ses services en tant que soldat pour combattre l'envahisseur. Il a été ignoré, alors que Santa Anna, se trouvant toujours en faveur de la souveraineté du Mexique et détestait toutes sortes d'interventions étrangères, il trouva de la sympathie pour la restauration monarchique sous le règne de l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg.
Alors, enthousiasme à propos de la cause monarchique, il écrit également à l'empereur pour offrir ses services. Mais les conseillers de l'archiduc autrichien lui conseillèrent de l'ignorer. Finalement, profitant de l'amnistie générale sous le gouvernement du président Sébastien Lerdo de Terreda, il retourne définitivement au Mexique en 1874. À ce moment-là, Santa Anna était déjà un vétéran de 80 ans qui souffrait de cataracte et que le peuple mexicain avait totalement oublié. Lui, le grand conquérant qui fut 7 fois président du Mexique et qui lutta pour l'indépendance. Antonio López de Santa Anna meurt 2 ans plus tard dans sa maison située à Mexico dans la nuit du jeudi 21 juin 1876, dans l'indifférence la plus totale. Comme on l'a vu, Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón fut un militaire et politicien mexicain, celui qu'on surnomme l'Aigle, le Napoléon de l'Ouest ou encore le héros immortel depuis la proclamation en 1821 de l'indépendance du Mexique à la consolidation à partir de 1855 des libéraux. Antonio López de Santa Anna fut la figure omniprésente de la vie politique du pays. Parfois au pouvoir, il fut 11 fois président du Mexique et d'autres fois derrière le pouvoir ou contre le pouvoir, gérant à volonté les relais présidentiels et promouvant par ses intrigues des coups d'État et des révoltes de tous signes. Il fut une personnalité historique de premier plan. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.